Bonjour à tous, on est ravis de vous compter parmi nous aujourd'hui au SDEA. Donc je commence en fait cette intervention en remerciant chaleureusement le SDEA pour son accueil, notamment Monsieur Hufschmidt et Monsieur Mélier qui nous rejoindra par la suite. Voilà, on est vraiment ravis d'être ici aujourd'hui dans votre bâtiment qui sera, je pense, un très bel exemple d'adaptation au changement climatique. C'est d'ailleurs le thème de notre atelier aujourd'hui. Donc sans plus attendre, on va démarrer parce que sur l'ordre du jour que vous avez sur vos tables, vous pouvez constater qu'on a une petite demi-heure de retard suite aux événements de ce matin. Donc voilà, l'ordre du jour, je le reparcours pas, vous l'avez sous les yeux. Simplement en introduction, on voulait simplement vous reparler très rapidement du projet Climability Design, qui est un projet Interreg Rhin supérieur, donc cofinancé par l'Union européenne via le FEDER, qui réunit 19 partenaires transfrontaliers, donc d'Allemagne, de France et de Suisse, et dont l'objectif est d'accompagner des PME et des PMI du Rhin supérieur dans leur adaptation au changement climatique, avec plusieurs finalement sous-objectifs, notamment la préparation aux conséquences du changement climatique. On parlera un petit peu des projections qui sont faites sur la région du Rhin supérieur et qui appellent à une adaptation. L'instauration également d'une mémoire du risque, donc on en parlera également notamment avec Brice Martin. La proposition d'outils aux entreprises pour qu'elles puissent s'auto-diagnostiquer sur leur vulnérabilité aux effets du changement climatique. Et enfin, la proposition évidemment d'action dans le concret face à ces facteurs de stress climatique et en vue de pérenniser aussi les activités économiques, sociales. Hydreos, nous sommes partenaires du projet. Donc, vous me connaissez tous, je crois. Je suis Clémence Pierre, je suis chargée de mission chez Hydreos. Hydreos, en fait, on est le pôle de l'eau du Grand Est, membre fondateur du pôle national de compétitivité de la filière de l'eau France Water Team. On réunit à peu près 178 adhérents qui sont des acteurs de la filière de l'eau sur le territoire du Grand Est, principalement des entreprises et principalement des PME. Et l'objectif, c'est de les accompagner dans leurs projets d'innovation et ensuite de croissance, au service d'une gestion durable de l'eau. Au sein du projet Climability Design, on est en charge de 3 grandes actions. Donc, l'organisation d'ateliers d'échange de bonnes pratiques d'adaptation au changement climatique. Donc, j'espère vraiment que vous ressortirez de cet atelier avec quelques pistes plus concrètes de comment mettre en œuvre des actions de restauration écologique et d'adaptation aux effets du changement climatique. Une newsletter que vous avez également, donc, qui est trimestrielle et trilingue, que vous avez également sur la table devant vous en français. Et également un sondage qui vise à mesurer la connaissance du projet et de ses outils par les acteurs du Rhin supérieur, pas seulement les entreprises, mais tous les acteurs. Donc vous avez également un petit flyer avec un QR code. Voilà, si vous souhaitez prendre quelques minutes pour y répondre, ça nous ferait très plaisir. Donc merci par avance pour vos retours. Et donc très concrètement, pour se concentrer sur ces ateliers, l'audience c'est normalement à destination des entreprises, mais en fait on élargit aux collectivités, aux organisations, parce qu'on se rend compte que les entreprises ne sont pas les seules, évidemment, à faire face aux effets du changement climatique au quotidien. Et l'objectif de ces ateliers, comme je le disais, c'est vraiment de partager des bonnes pratiques les plus concrètes possibles d'adaptation aux effets du changement climatique et de pérennisation des activités, notamment en discutant aussi de potentiels effets de maladaptation, par exemple, dont on voit souvent des cas. Et au niveau sectoriel, en fait, les thématiques sont soit transversales, comme aujourd'hui avec ces enjeux de restauration écologique qui, on s'en rend compte, peuvent toucher vraiment de nombreux secteurs, ou concentrés sur un secteur, comme ça a été le cas en juillet 2021, on a organisé un atelier spécifique sur la thématique du secteur agroalimentaire et de sa gestion de l'eau, ou encore de la logistique, sur lequel on organisera un atelier le 6 juillet prochain. Je vous en reparlerai en fin d'atelier. Voilà, donc je vais tout de suite laisser la parole à Amandine Amat, qui est chargée de mission changement climatique et eau à la CCI Alsace Eurométropole et qui va vous parler des liens entre restauration écologique et adaptation au changement climatique. Merci. Voilà, donc je crois que tout le monde n'était pas là ce matin, donc je peux faire un rapide petit focus sur des projections climatiques avant de parler de... Donc Clémence disait restauration écologique, donc moi je vais plutôt employer le terme de solutions fondées sur la nature qui peuvent s'appliquer dans les entreprises. Donc dans le cadre de ce projet à la CCI, on s'adresse principalement bien sûr aux entreprises. Donc le but c'est d'aider une entreprise à comprendre quels sont les impacts du changement climatique sur son activité, comment elle peut s'y adapter et comment elle peut intégrer ça dans sa vie d'entreprise sur le long terme. Donc on travaille différents supports. On avait par exemple travaillé sur ce type de caricature pour faire passer des messages. Donc au moment où on devait intervenir sur place dans des entreprises, il y a le Covid qui est arrivé.
Ça a montré à l'entreprise qu'elle était vraiment dépendante de tout un réseau, tout un maillon d'acteurs, et le changement climatique peut avoir des effets du même type, du fait de canicules, d'inondations par exemple. Donc pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, bon, après de toute façon c'est jamais de trop de le répéter, le changement climatique ça a déjà un effet chez nous, en Grand Est également. Donc ça se traduit par une intensification de ce qu'on appelle événements extrêmes. Donc de très forte chaleur, surtout très précoce. L'année dernière en mai, cette année en juin également. Des épisodes de sécheresse beaucoup plus intenses et des épisodes de très fortes précipitations en hiver et également en été qu'on a déjà vécu aussi cette année. Donc j'avais mis voilà, une année typique qui pourrait aussi être représentative de ce qui pourrait se passer dans les années à venir du fait du changement climatique. C'est 2018-2019, on avait eu énormément de sécheresse en été et en automne et de très fortes inondations en hiver. Voilà ensuite des projections qui avaient été faites également par Météo France avec un consortium de scientifiques. Donc on a récemment tourné un bulletin météo du futur avec Météo France qu'on pourra vous diffuser sur le site web et qui reprennent malheureusement certaines de ces données puisque nos émissions de gaz à effet de serre ne se réduisent pas pour l'instant. Et donc on va vers un scénario vraiment pessimiste en termes d'émissions de gaz à effet de serre et donc en termes d'augmentation de température, y compris l'été. Donc vous voyez les records observés à gauche et ce qui pourrait probablement se passer en termes de pic, ne serait-ce qu'une journée dans l'été, d'ici à partir de 2050. Voilà. Et ce qui pourrait donc continuer à se produire, c'est des canicules vraiment très précoces et très tardives. Donc on pourrait élargir cette saison où on a des épisodes de très forte chaleur plusieurs jours et la nuit également, donc de mai à octobre. Et on en a déjà observé ces dernières années. Donc Climability a donc produit aussi une plateforme de projection climatique vraiment dédiée sur le Rhin supérieur, donc sur le territoire de ce projet Interreg. Vous pourriez trouver par exemple des informations sur les nids tropicales, donc une nuit où on ne descend pas en dessous de 20 degrés, ce qui génère aussi de l'humidité par ailleurs, et où le repos est compliqué, et donc pas de rafraîchissement nocturne. Donc on voit par la couleur de la carte qu'on s'intensifie aussi sur ce type d'aléas d'ici le milieu du siècle, et là en l'occurrence d'ici la fin du siècle. Donc la difficulté aussi quand on parle de changement climatique, c'est qu'on parle des fois de temporalité lointaine, mais il faut réussir à s'imprégner et se dire que ce qu'on fait aujourd'hui, ça a un effet aussi sur l'avenir. Ensuite, en termes de crues, inondations ou de précipitations estivales, donc ce matin, Météo France disait que les données sont un peu moins fiables. Donc c'est vrai. Par contre, on a des tendances quand même qui s'observent et qui s'observent aussi dans les modèles, notamment des inondations typiques, donc Brice Martin est très expert là-dessus, en Alsace particulièrement, qui se produisent fin d'hiver, début de printemps, quand on a une fonte des neiges, et des cours d'eau qui sont déjà remplis. On pourrait avoir plus 10 à plus 30% de précipitations en hiver, ce qui pourrait produire davantage d'inondations par débordement, par exemple, mais également par remontée de nappes phréatiques. Ensuite, par rapport aussi à la température et à la vapeur d'eau, c'est une autre façon d'aborder la question de l'humidité et des précipitations. Donc, à savoir qu'un air plus chaud peut contenir beaucoup plus de vapeur d'eau, ce qui peut ensuite donc générer à la fois cette difficulté aussi de respiration et d'évaporation par la peau, et donc du fait de supporter cette température très chaude, mais ce qui peut aussi provoquer des épisodes du type orage beaucoup plus intenses et beaucoup plus fréquents. Donc nous, en entreprise, ce qu'on fait aussi, c'est de voir où peut monter l'eau, qu'est-ce qu'elle peut impacter dans l'entreprise, d'où est-ce qu'elle vient. Donc on les aide à partir de PPRI. Donc on est aussi appuyé d'ailleurs par le SDA sur ces missions-là. Et l'autre objectif, c'est de les accompagner aussi sur leur gestion de l'eau, puisqu'on est dans une situation où l'eau pourrait manquer davantage en été. Donc, je vous ai mis aussi pour exemple ce qu'on peut utiliser en entreprise dans le cadre d'une norme ISO 50001, par exemple, de management de l'énergie. Donc, degré jour de climatisation. Donc là, j'ai pris sur un secteur plutôt sud-Alsace, mais on peut avoir la donnée sur plusieurs endroits du territoire. Donc, en référence, par exemple, on avait jusqu'à 2005, sur la période de 2005, 187 degrés en termes de climatisation, donc de degrés rafraîchis. Et on voit l'ordre de grandeur en termes d'augmentation, entre 120 et 280 degrés jour, selon la période et selon l'endroit. Donc
la présentation sera partagée, hein, je pense, puisque je dois aller assez rapidement. Voilà, donc comme je disais, on accompagne donc les entreprises pour qu'elles comprennent concrètement quels sont les effets de ce changement climatique sur l'activité. Ça veut dire à la fois sur comment elle s'approvisionne, comment elle utilise la matière première, comment elle la transforme, comment elle la conditionne et comment elle la vend aux clients et la transporte. Donc on a scindé une chaîne de valeur en plusieurs parties. Et on va, donc moi je viens en entreprise, je questionne le chef d'entreprise ou le responsable environnement par exemple, pour savoir quels sont les aléas qui l'impactent au quotidien, et ensuite lui fournir des données climatiques locales, vraiment sur le secteur de l'entreprise, pour permettre d'anticiper l'intensification de ces aléas qui sont déjà impactants, et voir comment vraiment s'adapter à ce type d'aléas. Donc par exemple, on peut aborder la question de la vague de chaleur, qui va impacter les consommations d'énergie parce qu'il y a de la climatisation, les approvisionnements parce qu'on va peut-être transporter de loin avec des conditions qui doivent être fraîches dans des camions réfrigérés par exemple, les moyens généraux parce que des réorganisations en termes d'espace aussi quand on a un plan canicule par exemple. Donc on va voir tout ce qui est impacté et leur évolution sur l'avenir. Donc ça nous permet d'avoir déjà un premier plan d'action avec l'entreprise. Et ce qu'on va préconiser, c'est différentes solutions. Il n'y a pas de solution miracle pour travailler sur le changement climatique et pour s'adapter. Une des solutions, il y a donc un panel de solutions qu'on peut appeler solutions fondées sur la nature, qui sont beaucoup préconisées par des financeurs aussi, comme Climaction, comme l'agence de l'eau Rhin-Meuse. C'est tout simplement des solutions qui s'inspirent de mécanismes naturels. Donc ça part du bon sens, sauf que c'est très peu mis en place pour l'instant. Donc ça part du bon sens. Pourquoi? Parce qu'on réfléchit à comment l'eau s'infiltre, comment elle est restituée aussi, quel est le pouvoir rafraîchissant de certaines plantes, de certains milieux naturels et de certains milieux aquatiques. Donc on a par exemple vu ce matin qu'au niveau de l'espace européen de l'entreprise, on avait énormément d'espaces verts, qui a une vocation surtout esthétique pour l'instant. Même s'ils ont déjà un pouvoir rafraîchissant, il est peut-être minime sur certains espaces parce que très tondu. Il y a peut-être aussi la présence de produits phytosanitaires, des essences qui n'ont pas été réfléchies quand elles ont été plantées, des haies de thuya par exemple, et des choses qui évoluent aussi très mal avec le changement climatique. Donc déjà, la première chose, c'est, quand on parle de solutions fondées sur la nature, c'est de travailler sur ce qui existe, et notamment sur les espaces verts qui sont très très entretenus. Donc ces espaces verts, ils peuvent très bien avoir un pouvoir rafraîchissant beaucoup plus supérieur à partir du moment où on laisse pousser de la prairie, où on intervient au minimum et où on a par exemple du fauchage tardif. On peut aussi avoir, comme vous voyez en bas à droite, de l'implantation de noues végétalisées, où on a à la fois une fonctionnalité pour recevoir les eaux pluviales par exemple, et de rafraîchissement ensuite. Voilà, donc ce qui est préconisé aussi dans ce type de solution-là et de financement, par exemple, de l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Donc là, c'est l'Adopta qui peut accompagner des entreprises aussi sur la gestion intégrée des eaux pluviales. Donc c'est vraiment de réfléchir à toute l'eau de pluie, en fait, quand elle tombe, où est-ce qu'elle va, de façon intégrée pour qu'elle s'infiltre dans le sol et qu'elle évite d'aller dans les réseaux d'assainissement qui seraient surchargés aussi en cas d'orage, par exemple. Donc il y a de multiples solutions, je ne pourrais pas parler de tout. Ce qu'on préconise principalement en entreprise, c'est déjà travailler sur les espaces existants, non seulement verts, mais aussi sur les parkings par exemple. Donc le parking est souvent pensé de façon très classique, avec beaucoup d'imperméabilisation et de minéralisation. Donc nous, on aide l'entreprise à reconcevoir son parking par exemple en végétalisant, en mettant des dalles engazonnées ou autres, du sébum par exemple, et de travailler sur différents matériaux qui permettent à la fois de rafraîchir et d'infiltrer l'eau. Donc voilà un exemple où on avait une demande pour un parking de à peu près 100 places qui intégrait également un aspect qualité de vie au travail, bien-être, où on a intégré des zones de pause et au milieu en bleu, des noues végétalisées et des arbres. Il y a des recommandations, enfin même des obligations maintenant de mettre un arbre toutes les 4 places, mais on peut très bien aller plus loin en ajoutant de la haie, des arbres à haute tige, etc. Donc voilà, comme je disais, c'est du bon sens, mais au niveau conception architecturale, ce n'est pas forcément un réflexe encore. Donc là, vous avez des exemples.
encore d'images. Et ce que je voulais vous dire, c'est que donc, si on reparle de l'agence de l'eau qui, par exemple, finance 30 à 60% des aménagements, sur la gauche, c'est quelque chose qui sera très bien financé, donc c'est du pavé, drainant. Par contre, on aura moins ce pouvoir rafraîchissant que peuvent avoir ce que vous voyez à droite, avec un apport végétal beaucoup plus important. Ou quand on parlait d'îlots de chaleur urbain ce matin, là, on va vraiment voir la différence quand on a du minéral ou du végétal. Donc on a une régulation thermique naturelle qui se produit. Et on peut aussi avoir, pour la gestion des hydrocarbures, une filtration par les végétaux. Ensuite, sur des espaces même assez petits, on peut vraiment densifier en termes de végétalisation et aller même sur des choses comme pourrait appeler mini-forêts urbaines qui vont avoir un pouvoir encore davantage de rafraîchissement. Il y a beaucoup d'a priori sur les entretiens de ces espaces verts, sur le fait qu'il y aurait beaucoup d'interventions à avoir. Au contraire, on aura beaucoup moins d'interventions et beaucoup moins de coûts de gestion que sur des espaces classiques. Voilà, ensuite, ce qu'on préconise, donc là, on a travaillé avec l'entreprise Aptay, chocolaterie Aptay à Eemsbroen. Donc, on leur a préconisé d'aller plus loin sur aussi la partie biodiversité. En général, si on entre à la base par la biodiversité, ça peut être vu comme superflu ou pas prioritaire. Mais quand on a vraiment un projet intégré où on a plusieurs fonctionnalités d'un même espace, on peut ensuite se permettre de leur dire on pourrait aller un peu plus loin sur des abreuvoirs pour les oiseaux, des nichoirs, etc. Rappeler que la prairie a plusieurs fonctionnalités aussi, qu'il y a un aspect aussi positif pour les salariés qui vont s'y reposer et qu'on peut avoir une dimension aussi collective d'apprentissage autour de potagers, etc. Donc l'enjeu, c'est toujours de trouver quel angle d'attaque pour parler de ça et pour travailler sur le sujet. Donc là, voilà, je vous l'avais mis parce que ça peut être aussi un petit plus de savoir qu'on peut avoir des aides financières, sachant qu'à la base, il peut y avoir un petit surcoût en termes, et des fois un peu plus que petit, sur de l'aménagement de parking vraiment végétalisé avec la gestion de pluie intégrée. Par contre, on a des aides financières qui sont quand même très incitatives et qui vous permettront, pour les entreprises et pour les collectivités aussi, de travailler sur l'extérieur, sur le bâtiment en tant que tel, et sur la partie aussi eau usée, etc., et rejet. Donc à la CCI, on peut vous accompagner aussi pour monter le dossier parce que c'est assez contraignant. Il y a une aide, un accompagnement administratif là-dessus aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à venir vers nous et puis vers les autres partenaires aussi. On est un consortium pour ça, on est complémentaires. Donc moi, je peux venir gratuitement jusqu'en décembre 2020, de cette année, 2022, pour faire un diagnostic de vulnérabilité climatique. Avec Météo France, on peut vous fournir de la donnée climatique. On organise aussi en entreprise des ateliers de créativité. Donc à partir du moment où on a identifié la problématique, par exemple sur un atelier qui serait surchauffé, où il y a des salariés qui travaillent autour d'un poste de travail qui chauffe aussi, c'est un exemple, on va essayer de travailler avec les salariés en petits groupes, 8-10 personnes, pour voir quelles solutions on peut mettre en place, qui seraient déjà des solutions basées sur le bon sens et la réorganisation avant d'investir sur autre chose. Le but, c'est toujours d'aller vers des solutions qui ne soient pas du type climatisation et solutions techniques. Ensuite, on travaille aussi toujours sur la sensibilisation de vos salariés. C'est possible si vous voyez que ça ne prend pas et que vous avez besoin d'intervenants extérieurs pour vous aider dans une fois qu'il y a un plan qui a été établi et qu'il y a des petites actions qui doivent être mises en place par les salariés. Voilà. Merci beaucoup Amandine, c'est très très riche et ça nous éclaire beaucoup sur déjà de premières actions de ce qu'il est possible de faire et qu'on va essayer d'explorer plus en détail dans un second temps. En tout cas, pour finir cette première partie, je vous l'ai dit, on est un projet transfrontalier, donc on voulait aussi peut-être croiser un petit peu les regards au niveau du Rhin supérieur et avoir un retour d'expérience des sites en transformation, donc de la zone portuaire de Beersfelden et de la zone industrielle de Kleibeek, donc au niveau de la ville de Bâle, sur lesquels notre partenaire, l'Université des sciences appliquées du nord-ouest de la Suisse, travaille beaucoup dans le cadre du projet Climability Design. Donc le professeur Tinaïch n'est malheureusement pas disponible pour être
voilà, présente avec nous aujourd'hui. Mais je vous propose de regarder cette vidéo qu'elle a préenregistrée pour nous. J'espère que la plupart d'entre nous sont germanophones, car la vidéo est en allemand. Donc j'espère que, genre, étant donné qu'on est à Strasbourg, j'ai bon espoir que la plupart d'entre vous puissiez comprendre ce qui se dit. Voilà, je laisse la parole donc à Tina. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Tina Heisch. Ich arbeite an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Basel und bin dort Professorin für Innovation und Raumentwicklung. Und wir dürfen mit unserem Projektteam Teil sein vom Climate Mobility Projekt Interreg am Oberrhein gemeinsam unter der Federführung von INSA Straßburg. Und ich freue mich heute, Ihnen etwas über die klimaangepasste Arealentwicklung in der Region Basel zu erzählen, und zwar konkreter in den 2 Arealen, einmal in Basel-Stadt, im Areal Klübeck, das sehen Sie hier auf der rechten Seite, das ist ein innerstädtisches Stadtquartier direkt am Rhein, und Sie sehen hier schon die Hitzeinseln im Sommer, die sich auftun und aufzeigen, also insgesamt ein sehr heißes Areal, wo dringend etwas gemacht werden muss. Es handelt sich um ein Transformationsareal. Es war ein ehemaliger Industriestandort, wo Farben für die chemische Industrie produziert wurden, und vor ein paar Jahren wurde dieses Areal verkauft, und zwar von den Konzernen, die da drauf waren, an die Swiss Life unter anderem. Und diesen Teil, der Teil, der Swiss Life gehört, den haben wir analysiert, und genau das Gleiche gilt für den Hafen Westfelden, ein klassischer Industriehafen mit Containerverschiffung im Kanton Basel-Land, und Sie sehen auch hier, dass es ziemlich viele rote Felder hat. Also auch hier sind die steigenden Temperaturen für die Belegschaft und für die Besucherinnen und Besucher zunehmend ein Problem. Was haben wir gemacht? Was will überhaupt das Projekt Climate Mobility? Wir haben festgestellt, dass fast alle Branchen und Areale am Oberrhein eine sehr hohe Vulnerabilität gegenüber dem Klimawandel aufweisen. Zum Beispiel Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen haben wir ja gesehen im letzten Hochwassersommer, sind wirklich problematisch, auch für die KMUs und kleinere und größere Unternehmen. Wir wollen die Widerstandsfähigkeit von Arealen der Region gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels stärken, und zwar haben wir uns da zusammengeschlossen mit vielen Forschungsinstitutionen am Oberrhein, mit denen wir jetzt einen regen Austausch führen und gemeinsam das Projekt vorwärts treiben, um Lösungen zu erarbeiten. Wir speziell für das Hafenareal Westfelden und Lübeck, also so das Schweizer Projektteam, hat jetzt ein konsolidiertes Konzept im Bereich Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel entwickelt und erarbeitet. Das ist in einem Bericht publiziert, den Sie auf der Climate Mobility Homepage auch abrufen können, mit ganz vielen Maßnahmen, wie wir zukünftig die Arealentwicklung vor dem Hintergrund des Klimaschutzes sehen. Wir haben dafür zentrale klimatische Stressoren auf den beiden Arealen erproben und haben die Auswirkungen dieser Stressoren auf die Nutzergruppen aufgezeigt. Darauf basierend sind wir jetzt einen Schritt weitergegangen und haben Ansatzpunkte für ein Energiekonzept auf dem Lübeck-Areal mit Spillovers, also Wissenstransfer ins Areal Westfelden gestartet. Jetzt, wie sieht das aus? Damit wir auf den beiden Arealen wirklich ein Energiekonzept erarbeiten können, haben wir uns der Methode des Reallabors bedient. Die haben wir auch innerhalb von dem Projekt jetzt entwickelt und schauen mal, wie effektiv wir jetzt Lösungen für die Akteure vor Ort, für die Areale entwickeln können damit. Wir starten jetzt, also im Sommer 2022, mit dem Reallabor Energie, und Sie sind auch herzlich eingeladen, dieser Entwicklung zu folgen. Was ist ein Reallabor? Reallabor kommt von dem englischen Konzept Urban Living Lab. Die deutsche Bezeichnung ist das Reallabor, und mit dem ist gemeint, dass man eigentlich Versuche in der realen Umgebung testet, implementiert und bei Erfolg auch wirklich flächendeckend implementiert, auch vielleicht in anderen Arealen oder Umgebungen. Wir wollen dafür Akteure, vor allem jetzt erstmal im Energiebereich, zielgerichtet vernetzen, um gemeinsam diese Lösungen im realen Umfeld zu entwickeln, zu testen und zu implementieren. Dabei hängt die Integration von Anspruchsgruppen immer von der Fragestellung ab, die aus diesem realen Umfeld direkt kommt, aber die grundlegende
Der grundlegende Fokus liegt auf der Zusammenarbeit und der Vernetzung für die Co-Kreation zur Lösungsansätze zwischen der Praxis, also Praxispartnern, wir Unternehmen, der Community of Practice und der Community of Science. Die bilden also das Fundament für die Erarbeitung dieser Lösungsansätze. Insgesamt sorgt damit dieses Reallabor für einen effektiven Wissenstransfer unter den ausgewählten Akteuren. Es gibt bereits Reallabore, die sehr erfolgreich funktionieren. Hier zwei Beispiele. Eines H2 Wielen, Wasserkraftwerk Wielen, wurde hier für das Wasserkraftwerk Wielen wurde hier die Wasserstoffanlage im Rahmen eines Reallabors entwickelt. Genauso im Bauhaus Mobility Lab in Erfurt wurde untersucht, inwiefern digitale Dienstleistungen im Energiebereich helfen können, die Energiekosten zu senken. Auch dafür arbeiten Praxispartner mit Forschungspartnern gemeinsam an Lösungsansätzen. Genau, dann haben wir uns natürlich gefragt, was sind unsere Fokusthemen für dieses Reallabor Energie, weil Energie ist ein sehr, sehr breiter Begriff. Wir haben mit den Akteuren vor Ort Workshops durchgeführt, um diese Themenschwerpunkte zu identifizieren und die Themenschwerpunkte, die wir jetzt federführend fokussiert behandeln, sind zum Beispiel die Dekarbonisierung von Arealen, die Energieeffizienz, auch mit Energiedaten ermitteln, inwiefern verschiedene Maßnahmen gezielt Wirkung zeigen, aber auch die Entwicklung von neuesten Energietechnologien stehen im Vordergrund. Spillovers gibt es dann zum Mobilitätskonzept, das wir auch noch mit integrieren möchten. Außerdem wollen wir in der Schweiz dieses Projekt dann, oder den Outcome dieses Projekts als Leuchtturmprojekt beim Bundesamt für Energie etablieren und so die Methode und die Regulierung, die Governance weiter beeinflussen. Erstmal ist das Reallabor auf dem Quebec-Areal in Basel-Stadt, also innerstädtisch, verankert, soll aber als Anlaufstelle für die gesamte Region dienen. Wie gehen wir vor? Im Herbst sind zwei Workshops geplant, einer mit der Community of Science, also mit der Wissenschaft, mit federführenden Leiterinnen von Forschungsgruppen, die sich um Energiethemen kümmern, die diese Fragestellungen beantworten können. Und ein zweiter Workshop hier mit der Community of Practice, also die Unternehmen, was treibt die um, wo haben die Bedarf. Und so versuchen wir also die zwei Gruppen systematisch zu koordinieren und zu vereinen für die Ableitung von weiteren Pilotprojekten auf dem Areal. Und der Prozess soll eigentlich kontinuierlich weiterlaufen und wir wollen daraus Projekte ableiten mit Hilfe von dieser Community, die wir gemeinsam bilden. Bis jetzt starten schon erste Pilotprojekte innerhalb von Reallabor auf den Arealen, und zwar eins federführend auch im Climobility-Projekt integriert von der Uni Freiburg, und zwar wird da durch sogenannte Lobimax das humanbiologische Klima auf dem Areal in den Räumen und außerhalb gemessen, und so kann man zum Beispiel sehen, welche Gebäude besonders stark von Hitze betroffen sind und welche eher weniger stark. Also wo braucht es ganz viele Maßnahmen, die zur Abkühlung zum Beispiel dienen, und wo geht es eigentlich und ist eine gesunde Arbeitsatmosphäre erhalten. Und das Projekt, das wir als nächstes anvisieren, ist zum Beispiel mit Atmo Grand Est. Die machen Luftqualitätsmessungen auf dem Areal. Das Ziel hierfür, das muss noch festgesetzt werden, wäre auch im Herbst 2022, dass wir da starten können. Das ist bis jetzt eine erste Idee, ein Vorhaben, wo wir jetzt konkret angehen. Weiterhin haben wir verschiedene Unternehmen an Bord. Eins davon ist zum Beispiel Anima Engineering. Die arbeiten mit Big Data, IoT, Sensorik und Real Data auf dem Areal, und die wollen wir auch ab Herbst jetzt integrieren. Und es kommen täglich neue Unternehmen und Partnerunternehmen dazu, mit denen wir gemeinsam das Areal wirklich klimafreundlich entwickeln möchten. Getragen wird das Projekt auf Schweizer Seite von den beiden Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft. Die Swiss Life, führend als Eigentümerin der Areale, kann natürlich hier immer mitbestimmen, mitreden und kann auch Wissen einfließen lassen in das Projekt. Hier, das war es jetzt eigentlich von meiner Seite. Falls das Reallabor Energie auf dem Quebec Ihr Interesse geweckt hat, dürfen Sie sich gerne an uns wenden, und dann können wir Ihnen
weitere Unterlagen zukommen lassen und wir freuen uns auf den spannenden Austausch. Vielen Dank für fürs Zuhören. Falls Sie Fragen haben, dürfen Sie die gerne an meine Kollegin weiterleiten und sie hat gesagt, sie würde mir dann die Fragen weiterleiten. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch eine sehr spannende Tagung und freue mich auf zu hören, was Sie besprochen haben und auf die Ergebnisse. Vielen Dank und schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen. Voilà, donc, hop, je reviens sur les slides. Voilà pour ce retour d'expérience. Donc, en tout cas, si vous avez des questions sur ces sites sur lesquels le projet travaille beaucoup, Bersfelden et Kleibeck, n'hésitez pas à contacter le professeur Tinaïch ou à me demander son contact. On peut organiser une mise en relation. C'est vraiment très intéressant et les actions qu'ils vont mettre en place sur les aspects notamment énergétiques à partir de septembre 2022 ouvrent vraiment de belles possibilités aussi de collaboration transfrontalière. Donc, sans transition, je passe la parole à Franco Schmidt qui nous accueille aujourd'hui. Voilà, pour nous parler de la prise en compte de la biodiversité dans la gestion du site et de la végétalisation du bâti, donc avec ce retour d'expérience du SDER. Merci. Bonjour à tous. Donc il y aura quelques redites par rapport à la présentation d'Amandine, mais on tâchera d'aller vite. Donc en fait, l'idée c'est que de vous présenter la prise en compte de la biodiversité dans la gestion du site, en fait, du siège du SDEA. Hein. On a donc un siège ici à Schiltigheim mais quelques antennes disséminées dans le département. Donc on va se focaliser sur le bâtiment dans lequel vous êtes. Petit rappel de ce qu'est le SDEA, hein, donc un syndicat d'eau et d'assainissement et depuis plus récemment acteur du grand cycle de l'eau aussi par la prise en compte de la compétence GEMAPI, donc gestion des milieux aquatiques et risques contre les inondations. Donc vous voyez, on a effectivement une taille assez importante maintenant et on gère à la fois l'adduction en eau potable, l'assainissement, mais également les aménagements de cours d'eau, y compris la lutte contre les inondations. Nos valeurs sont affichées à l'écran hein, et notamment apparaît, donc ce sont des valeurs que nous avons partagées avec nos élus. Notamment une valeur qui est prise en compte, hein, qui est justement la prise en compte du changement climatique, la préservation de la ressource des milieux et de la biodiversité, sachant que l'eau est également à l'interface entre les différentes politiques publiques. Donc nous sommes vraiment au cœur de la gestion durable de l'eau dans toutes ses dimensions, hein, à la fois petit cycle mais également grand cycle de l'eau. Avec effectivement un certain nombre de démarches innovantes et de références, hein, notamment par rapport aux partenariats qu'on conclut. Hein. On travaille régulièrement avec Brice Martin, mais on a déjà échangé aussi avec Amandine hein, dans le cadre du premier programme Climeability, dans le cadre des programmes d'action de prévention contre les inondations, dont nous avons 3 animatrices qui assistent cet après-midi à la présentation. Donc une politique ambitieuse en matière de transition écologique, hein, notamment en prenant en compte le changement climatique, à la fois sur la réduction de l'utilisation de l'eau, sur un effort accru aussi pour lutter contre les fuites, hein, pour éviter effectivement d'avoir de l'eau qui se perde dans la nature, avec un modèle de gouvernance alors, dit fédérateur, hein, puisque en fait on est basé sur des commissions locales avec des élus locaux, donc on a un délégué par commune, ce qui permet à la fois effectivement d'avoir une politique ambitieuse au siège qui petit à petit distille jusqu'au fin fond des territoires et notamment sur la prise en compte du changement climatique et des valeurs humaines et une vision partagée avec l'ensemble des parties prenantes. Donc on a à cœur aussi de travailler avec tout l'écosystème qui gravite autour de la gestion de l'eau, hein, universitaires, entreprises, privées, mais également les chambres consulaires et toute la représentation de la société civile. On travaille aussi dans le cadre des objectifs de développement durable. Hein, donc vous avez là un résultat de notre audit RSE de l'année dernière qui est passé au crible des 17 objectifs de développement durable et vous voyez les scores que nous avons effectivement atteints avec un travail quand même encore à réaliser justement sur la prise en compte du changement climatique. Hein. On n'est pas encore effectivement à une note maximum, on a encore à s'améliorer mais on y travaille tous les jours. Alors l'extension du siège, en fait, ici historiquement, donc on est implanté depuis les années 80. Donc vous êtes ici dans l'ancienne
en fait, salle du comité syndical. Et en fait, c'était un petit carré. Et donc là, vous voyez pas grand-chose parce que les rideaux sont fermés. Mais il y avait un parking et la rue. Et donc, en fait, l'idée, c'est au fur et à mesure de la croissance du S2A, c'était qu'il y avait une nécessité effectivement d'agrandir le bâtiment et surtout de le moderniser aussi, puisque l'ancien bâtiment était une vraie passoire énergétique. Donc, ce que vous avez à l'image, c'est effectivement le nouveau bâtiment tel qu'il a été réalisé durant les 10 dernières années. Nous avons suivi un certain nombre de préceptes que nous avons d'ailleurs inscrits dans un guide de l'éco-conception qui initialement était un guide qui a été réalisé par le S2A avec notamment le partenaire financier qui est l'Agence de l'eau, plus sur la réduction de l'utilisation des pesticides, puisque avant la loi Labbé, vous savez que les collectivités pouvaient allègrement utiliser tous les pesticides. Quasiment, qu'on avait une grande politique dans le cadre de la préservation de la ressource en eau, du développement des techniques alternatives à l'utilisation des pesticides. Et ce guide se voulait avant tout un guide de conception des ouvrages, eau potable, de tout ouvrage qui, à un moment donné, avait pour but, enfin pas pour but, mais qui avait pour corollaire d'imperméabiliser les sols, d'utiliser des matériaux qui étaient facilement, qui étaient faciles à entretenir sans utiliser de pesticides pour préserver la ressource en eau. Et déjà, il y avait une troisième partie qui présentait l'avantage de mettre en place des espaces végétalisés et de promotion de la biodiversité. Avant, effectivement, c'était il y a une dizaine d'années, hein, ce guide, donc avant même que effectivement, la problématique du changement climatique devienne aussi prégnante qu'à l'heure actuelle. Et donc, voilà un extrait du guide hein, qui prévoyait déjà des techniques d'entretien zéro pesticide, et notamment en faisant la part belle finalement à la biodiversité, l'idée étant de réensauvager finalement nos espaces verts. Déjà parce que y a l'aspect biodiversité, mais que finalement les fleurs sauvages qui se développent sont aussi finalement d'un esthétisme certain, de laisser les déchets de fauche sur place pour nourrir le sol et favoriser le développement des micro-organismes. Donc en fait, sur notre siège, on n'a rien fait d'autre que de suivre ces différents préceptes, avec effectivement un siège dont les travaux ont démarré en février 2013 hein, et qui se sont échelonnés sur quasiment 3 ans, avec une surface de locaux disponibles hein, de presque 3500 m² qui sont déjà maintenant quasiment trop petites, et avec un certain nombre d'agents, d'espaces avec des surfaces utiles pour des locaux techniques et des locaux tertiaires. Donc on est bien sur un espace qui est entre l'industrie avec notamment, mais vous le verrez tout à l'heure dans la visite, le stockage de matériaux tels que des buses et autres raccords pour l'eau potable, voire des pompes, et une partie tertiaire, le bâtiment dans lequel nous sommes. Le but était à l'époque effectivement de faire un site qui accueillerait aux alentours des 200, presque 200 agents, avec un potentiel d'accueil de 300 à 320 agents du S2A plus la trésorerie. Donc globalement, ce qui a présidé à la construction de ce siège, c'était une expertise en développement durable. C'était aussi la gestion de la transition énergétique. Donc on est ici chauffé grâce à une pompe à chaleur et vous avez une température. Bon, aujourd'hui, la différence ne se ressent pas trop, mais on a quand même des locaux qui sont très agréables, qui ne sont pas climatisés, mais qui sont refroidis avec de l'eau. Donc il y a la circulation d'eau de la nappe qui circule dans les plafonds, ce qui fait en sorte, et là je parle sous couvert de mes collègues, qu'on a une atmosphère de travail, même lors des épisodes de canicule comme on a pu avoir il y a 2 semaines, qui reste quand même agréable, tout en n'augmentant pas finalement l'émission de gaz à effet de serre, puisque ce n'est pas une climatisation. Sachant que la vision était bien axée sur la qualité de vie, à la fois sur le ressenti, mais également sur un certain nombre d'espaces ouverts que vous avez peut-être vus en venant, tout en restant effectivement dans finalement une vision. On est quand même une collectivité, on n'est pas une entreprise, on est bien une collectivité, un syndicat mixte ouvert, du coût global pour ne pas gaspiller l'argent public. Je vous passe effectivement les 14 cibles qui ont présidé à la construction de ce siège pour vous indiquer quelles ont été finalement plus en détail les lignes directrices. C'était la gestion des eaux pluviales par
infiltration et création de mares, donc ce que présentait Amandine tout à l'heure. Nous avons des noues de réception des eaux pluviales et une partie du toit qui est végétalisée. On a également implanté des ruches. On a des espaces de biodiversité qui ont été mis en place à l'appui d'experts, hein. Donc, on a des haies, des petits fruits. D'ailleurs, on vous invitera à manger quelques framboises tout à l'heure si les collègues en ont laissé. On a des stores commandés. Ça, c'est effectivement lié aussi au rafraîchissement. Donc, les stores qu'on a forcés aujourd'hui pour le compte de la captation vidéo se règle automatiquement. On a doublé les surfaces, mais on est sur une stabilisation des consommations en énergie. Donc voilà, on a réduit de moitié quasiment effectivement l'empreinte carbone sur à surface équivalente, et on a un grand parc à vélo que vous pourrez également voir, et des bornes de recharge de véhicules électriques à l'extérieur, sur le parking extérieur et sur le parking intérieur. Globalement, nous nous intégrons totalement dans la politique tram verte et bleu de la ville de Schiltigheim, puisque à droite, vous avez une cartographie qui vient justement de cette démarche tram verte et bleu qu'a lancée la ville. Et on se rend compte qu'en fait, vous avez le fameux lac, hein, dont il a été question ce matin ici, avec un autre îlot de biodiversité qui a été déterminé derrière la Chambre d'agriculture. Et on est en plein, en fait, dans le couloir situé entre effectivement le lac et cet îlot de biodiversité. Donc, ce qui fait en sorte que finalement notre siège s'intègre pleinement dans ce corridor écologique, et on en veut pour preuve effectivement des canards qui viennent régulièrement se poser, voire même nicher dans notre siège, hein, sur le patio situé à côté d'ailleurs, et ce qui démontre bien que on est pleinement dans ce couloir et qu'il est fonctionnel. Alors très rapidement, une petite illustration de ce que vous a présenté Amandine, hein. Donc on a installé des noues végétalisées, une noue végétalisée au niveau du siège à l'entrée. On a des revêtements perméables, les revêtements de parking perméables à cet endroit-là. Tout le site en fait ici est géré en fauche tardive, un peu comme le sont aussi les abords du BHNS, hein. On a des toits végétalisés qui ont été implantés sur à la fois le laboratoire et sur la partie du bâtiment qui ne comporte que 2 niveaux. Tout le long en fait de la route, c'est une haie diversifiée avec des essences locales diverses qui ont été installées. Un verger à haute tige au fond du parking avec une haie diversifiée aussi. Un emplacement pour des ruches, hein. Donc nous produisions avec l'association Alzapista notre propre miel, et donc peut paraître anecdotique, mais effectivement un certain nombre de haies à petits fruits ont été installées sur le site, et tout un chacun peut effectivement à cette saison les piocher entre midi et 2 ou le soir avant de rentrer. Et on ne s'arrête pas là. La façade qui regarde vers la Chambre d'agriculture peut paraître un peu austère et peu végétalisée. Donc on a en projet, c'est au budget de cette année effectivement, d'installer des structures. Alors tout le projet a été bien sûr imaginé par un paysagiste, et en fait l'idée c'est que le projet est inspiré à la fois par les saules du Ried, par les vignes du Piémont et par les houblonnières du Korosberg, pour finalement essayer de concentrer à l'échelle du siège une partie des paysages de notre territoire, et donc avec une palette végétale différenciée, hein, avec des saules têtards situés ici, avec des treilles en fait installées, comme vous pouvez le voir ici, avec effectivement des montants qui permettent d'être le support à ces différentes lianes. Et donc on a prévu d'y installer à la fois du houblon, mais aussi éventuellement de la vigne, pour rappeler les houblonnières du Korosberg, les vignes du Piémont et les saules du Ried. Donc ça va être implanté normalement d'ici à l'automne, pour augmenter encore le caractère intégratif du bâtiment, et le rendre aussi moins minéral, moins austère, et ramener un peu de végétation sur le site. Donc voilà globalement ce qui a été réalisé en termes de gestion de la biodiversité sur le siège du SDEA. Donc je ne sais pas si on passe à une séance de questions-réponses ou si on le fait à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Effectivement, je n'avais pas précisé, mais à intervenir tout au long de l'atelier. L'idée, c'est que ce soit interactif aussi.
C'est encore moi, désolé. Donc, outre le volet biodiversité pure, là aussi, quelques redites par rapport à la présentation d'Amandine. Donc, on s'est engagé aussi vers une gestion intégrée des eaux pluviales au niveau du site, hein. Alors, les principes de la gestion intégrée des eaux pluviales, c'est une gestion peu coûteuse et qui rapporte de la nature en ville, hein, et qui a plein d'autres avantages, outre le côté financier, hein. Ce sont des ouvrages multifonctionnels, on réintroduit la biodiversité, on lutte contre les îlots de chaleur, on permet de recharger les nappes, de réduire les ruissellements et d'améliorer la qualité de l'eau avec effectivement une vision quasi apocalyptique, mais finalement qui se rencontre quand même dans nos contrées d'une ville imperméable submergée par les eaux et une ville plus riante, verte, qui effectivement accepte toute cette eau, notamment par les effets d'infiltration augmentés. Donc les principes, hein, ils sont relativement simples et Amandine les a exposés, donc je ne vais pas m'appesantir. Avec des ouvrages qui sont finalement relativement rustiques, hein, mais qui peuvent aussi être construits. Alors ça va depuis la noue végétalisée sur la partie gauche, alors plus ou moins arborée, qui permet effectivement de créer les conditions d'infiltration à l'endroit où effectivement ces noues sont implantées, avec des dispositifs plus ou moins complexes, alors d'infiltration des eaux, avec des puisards dans les secteurs effectivement où il y a moins d'infiltration. Donc ça peut paraître être un ouvrage rustique, mais ça nécessite quand même de faire des études préalables, notamment sur la qualité des sols et sur la capacité à infiltrer des sols, pour ne pas effectivement arriver à un colmatage rapide de ces ouvrages-là. Donc voilà pour les noues. Et ensuite, on a des dispositifs plus construits, effectivement, notamment pour concentrer les surfaces utilisées avec des chaussées réservoirs, avec des puits d'infiltration, voire des tranchées drainantes. Donc on va du plus rustique au plus construit, mais qui vont toujours dans le même sens, c'est effectivement de gérer les eaux pluviales à l'endroit au plus proche de là où elles tombent. Il faut savoir qu'on sort quand même de quasiment 100 ans de gestion du tout à l'égout, avec une accélération du tout à l'égout qui s'est développée dans les années 60, notamment sur la partie alsacienne, qui est encore un héritage finalement de l'époque allemande, hein. Donc on est sur des réseaux actuellement dans nos villages qui sont majoritairement ce qu'on dit unitaires, c'est-à-dire que toutes les eaux arrivent dans le même tuyau, et que maintenant le retour en arrière ne se fait pas aussi facilement. Donc ça a été possible ici au siège, puisque en fait on avait un programme de réhabilitation globale. Ça peut être plus compliqué dans certains cas. Donc globalement, voilà les illustrations que vous verrez tout à l'heure avec Pascal Mélier, hein. Donc la noue située au pied du siège, les toitures végétalisées, les revêtements perméables. Pas d'exemple de chez nous, mais des exemples ailleurs en France, hein, où vous voyez effectivement des exemples de chaussées à structure réservoir, voire même effectivement de parking infiltrant. Ce qu'on essaye de promouvoir aussi maintenant, ce qu'on a fait sur notre siège aussi, c'est de promouvoir le déraccordement. C'est-à-dire que les gens, lors des différentes constructions, hein, depuis les années 50, ont été invités à raccorder leur gouttière sur le tout à l'égout. Donc maintenant, on voit bien les problématiques, hein, notamment de mise en conformité de nos systèmes d'assainissement, d'inondation et autres. Donc on essaye maintenant de promouvoir le déraccordement et de faire du déconnexion à la parcelle. Donc il y a beaucoup de craintes quand même pour les personnes effectivement de remettre de l'eau sur la parcelle, hein. Il peut y avoir des craintes d'infiltration dans les caves, d'être submergé. Donc c'est vrai que ça nécessite beaucoup de pédagogie. Et il y a aussi un côté économique, c'est que les gens sont raccordés, payent leur assainissement et ils se disent que si déjà je paye l'assainissement, je ne vois pas pourquoi je m'emmerderais encore si je peux me permettre effectivement à déraccorder les gouttières alors que je paye mon assainissement. Voilà, c'est une autre problématique qu'on peut aussi rencontrer dans le cadre de la gestion des déchets. Donc on essaye de promouvoir ces déraccordements avec des exemples alors à la fois privés, mais aussi des exemples publics, hein, avec des églises, des bâtiments communaux. Donc on essaye de travailler avec les communes sur ces thématiques-là et d'utiliser effectivement les espaces publics comme des jardins de pluie, entre guillemets, hein, qui est un terme souvent utilisé actuellement, où on crée les conditions en fait d'infiltration préférentielle des eaux de pluie qu'on aura effectivement récoltées
par les gouttières et envoyées dans ces jardins de pluie. Donc ça se fait aussi sur les espaces publics, avec effectivement un certain nombre d'exemples assez emblématiques, hein, comme à Névillers près Lauterbourg par exemple, où ce type de travaux ont été réalisés dans le cadre d'une campagne qui avait été lancée sur la communauté de communes de la plaine du Rhin. Voilà, avec effectivement des jardins de pluie et tout un volet pédagogique et ludique qui peut être greffé à ces espaces, hein, puisqu'on va réintroduire un peu plus de nature dans la ville pour notamment aussi lutter contre les îlots de chaleur, hein. Amandine en a parlé avant. C'est sûr que si vous faites un jardin de pluie, vous y envoyez de l'eau, et ensuite l'évaporation de ce jardin de pluie va provoquer une baisse de la température et un ressenti de température qui sera plus agréable que sur le bitume et sans arbre au-dessus de la tête. Voilà. Donc les principaux bénéfices de la GIEP, c'est, je vous les ai déjà cités, on ne va pas s'apesantir. Et donc effectivement, il y a des aides et de l'accompagnement, hein, qui peuvent être octroyés bien sûr par à la fois l'association Adopta, l'agence de l'eau Rhin-Meuse du point de vue financier, éventuellement le service de l'État, et le programme Climeability qui peut également vous aider pour effectivement au sein alors de vos sièges d'entreprise ou au sein des collectivités pour repérer quels sont les endroits où des opérations peuvent être réalisées, hein, notamment lors de la création d'une ZAC, hein. Donc on a vu ce matin qu'on est à la fin de la ZAC du secteur, mais notamment dans la requalification de voirie, dans des opérations groupées en terrain privé sur des aménagements de cours d'école. On a vu que la cour de l'ECAM, hein, est quand même aussi imperméabilisée. On pourrait imaginer d'avoir un peu de désimperméabilisation là-bas. Les centres commerciaux, les parkings et les lotissements dans le périmètre urbain. C'est sûr que la zone E puissance 3, finalement, est déjà bien pourvue en espace végétalisé, mais il y a certainement encore un certain nombre de pistes d'amélioration à prévoir, et notamment avec les densifications qu'on nous a prévues ce matin. Voilà. Donc il y a un certain nombre de ressources, hein, Climeability bien sûr, mais aussi des sites internet et notamment celui de l'agence de l'eau, voire de l'association Adopta, qui peuvent vous aider dans ces programmes. Et là où le SDA est compétent, on a aussi tout un programme d'accompagnement des collectivités, voire des privés ou des entreprises dans leur démarche de gestion intégrée des eaux pluviales. Voilà, et donc vous aurez le loisir tout à l'heure de visiter l'ensemble des sites pour vous rendre compte sur place des aménagements qui ont été réalisés autour de notre siège. Merci pour cette belle illustration pratique, hein, Juste prendre le micro et répéter la question. Et du Oui. coup, passer le micro quand il y aura une question. Ok, très bien. Je disais merci pour cette belle illustration pratique. Alors, je commence par me présenter. Adrien Wanko, je suis enseignant-chercheur à l'ENGES, l'école de l'eau et de l'environnement, dont nous connaissons très bien le F2A et Hydreos sur ces sujets-là. Et en particulier au laboratoire eCube, nous travaillons notamment sur les solutions fondées sur la nature et les services rendus, les différents services. Alors, ma question s'intéresse en particulier sur ce que vous faites au niveau du S2A. Vous avez parlé de 3500 mètres carrés. Historiquement, est-ce qu'on a des chiffres d'une façon macroscopique? De quelle surface imperméable êtes-vous parti? Et aujourd'hui, quelle est la surface, le pourcentage d'imperméabilisation que vous avez? Et quelle est la limite jusqu'à quel niveau vous pourrez aller en termes de désimperméabilisation? Est-ce que vous avez des chiffres à ce sujet-là? Non. Là, comme ça, à brûle-pourpoint, on pourra vous les retrouver, hein, puisqu'on a les surfaces de l'ancien siège et des anciennes surfaces de parking, hein. Finalement, on a reconquis les surfaces de parking. Donc, étant donné qu'on a mis des toits végétalisés, des patios en lieu et place de parking, à ma connaissance, on n'a pas fait le bilan désimperméabilisation ou pas, sachant que pour les prospectives de désimperméabilisation, on est quand même sur des process industriels, notamment sur la partie arrière du bâtiment. Le bâtiment, notamment l'atelier, est déjà trop petit, donc il faut qu'on cherche effectivement à pousser les murs et à s'agrandir. Voilà, je pense qu'on est arrivé à la limite de la désimperméabilisation possible sur le site.
parce que, comme dit, toute la partie arrière est finalement un site industriel où il y a des camions qui circulent. On a une station essence à nous, donc ça va être assez compliqué effectivement de reconquérir encore plus de D'accord. surface à désimperméabiliser. Par contre, du point de vue de la biodiversité, on est en train d'étudier 10 sites, justement, on fait des recensements de la biodiversité sur des stations d'épuration, sur des stations de traitement d'eau qui datent des années, on va dire, 80-90. Et donc là, effectivement, on va rechercher en fait la désimperméabilisation sur nos sites et aussi le fait de reconquérir plus de biodiversité en gérant les espaces de façon différenciée. Mais je pense au siège, on pourrait certainement faire un peu moins de fauches. Parce qu'effectivement, il y a certaines parties qui sont fauchées quand même assez souvent, donc on pourrait réduire cela. Mais par contre, on est, je pense, arrivé à la limite de ce qui est possible sur notre site, quoi. D'accord. Et en ordre de grandeur, on peut dire vous avez infiltré, je dirais, un pourcentage, 5 à 10% en plus par rapport à ce qui se faisait avant. Je préfère pas vous raconter de bêtises. On pourra vous trouver les chiffres, mais là, je peux pas vous les donner comme ça, Et, quoi. et la nappe, elle est profonde ici ou pas? Oui. Ouais, on est sur une couche de Leuze, donc on n'est pas véritablement sur un secteur comme vous pouvez avoir dans le Ried, quoi. D'accord. Donc on est au moins à 5 ou 6 mètres ici, quoi. 5-6 Et mètres. d'ailleurs, le lac que vous avez vu, on a discuté en aparté, en fait, c'est Oui. pas la nappe, c'est pas une gravière, c'est Oui, bien de j'ai l'eau compris. pluviale sur un bassin étanche. Donc il ne faut pas imaginer que le lac situé à côté est en fait une gravière et que c'est le toit de la nappe, quoi. La nappe est plus profonde ici puisqu'on a une couche de leuce. On est sur la terrasse et on n'est pas sur les cailloutis rhénans qui sont situés bien plus à l'est en fait d'ici, quoi. Ok. Et si j'ai bien compris, les eaux qui vont s'infiltrer, ce sont les eaux qui ne vont plus être drainées vers le lac artificiel. Tout à fait. Ouais, on a la noue végétalisée. Bon, bien sûr, les surfaces perméables sur les parkings, celles-là, elles s'infiltrent en place. Et sinon, l'ensemble des gouttières est envoyé effectivement dans la noue, dans la longue noue qui fait toute la longueur du bâtiment que vous verrez tout à l'heure, quoi. Et qui est une noue d'infiltration. Très bien, merci. Merci. J'avais une question très rapide. Vous faites la promotion de la sortie du tout à l'égout, vous parliez de jardin de pluie, etc., d'arrêter de démarrer le déraccordement. Qu'en est-il de la récupération d'eau de pluie pour d'autres usages? On l'incite aussi, et notamment sur un certain secteur, toujours Plaine du Rhin en fait. Alors, il y a eu une campagne en fait de financement des cuves de rétention d'eau à des fins domestiques, notamment l'arrosage des potagers principalement, quoi, puisque après, le fait de raccorder les eaux de pluie sur le réseau interne est relativement complexe, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait d'échange entre effectivement le réseau d'eau potable, quoi. Et donc, ça a été fait sur Plaine du Rhin et on relance maintenant l'opération, mais plus dans un objectif de déraccordement. La première opération, c'était simplement du déraccordement pour le volume de la cuve et avec finalement un trop-plein qui repartait dans le réseau, qui au final était sympathique. On récupérait 1 ou 2 mètres cubes chez les privés, mais qui globalement ne correspondait pas aux besoins dont on a besoin. Donc maintenant, on est plus dans effectivement la fourniture d'une réserve d'eau de pluie à des fins domestiques, comme carotte pour inciter les gens à se déraccorder. C'est-à-dire que le trop-plein à ce moment-là de la cuve de rétention se retrouvera plutôt effectivement sur les pelouses ou sur les espaces verts. Sachant que dans les lotissements neufs, de toute façon, on a une telle restriction dans le volume accepté. On accepte déjà de toute façon plus. En fait, les 10 premiers millimètres d'eau de pluie doivent être infiltrés de toute façon à la parcelle. Et ensuite, on a des restrictions telles en termes de débit à la sortie de la parcelle qu'on accepte dans nos réseaux, qui est de 5 litres secondes par hectare, qui finalement oblige les gens à mettre en place des cuves de rétention. Après, à eux de savoir s'ils veulent y mettre une pompe ou pas, ou si effectivement après la cuve finalement se vidange automatiquement par la suite, quoi. Et est-ce qu'il y a des programmes similaires pour les industriels? Parce que souvent les toitures sont très, très larges, très, très grandes.
On commence à travailler notamment avec l'ATIP, l'Agence technique d'ingénierie publique, et avec l'ADIRA, on réfléchit effectivement à sensibiliser les industriels sur les grandes surfaces de toit pour faire une espèce de charte, voire même effectivement un guide de prise en compte des eaux pluviales pour les grandes surfaces industrielles, quoi. Parce que ça permettrait de délester en cas Ouais. de forte pluie le réseau. Et Ah oui, c'est bien sûr, souvent hein. cause des dégâts sur des réseaux qui ne sont pas pensés pour absorber de telles quantités. Tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait. Bah, on travaille sur le volet collectivité, espace imperméabilisé, privé, mais aussi là, on va commencer à travailler avec les industriels. Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, j'avais une toute petite question. Quand on parle de surface perméable pour les parkings, est-ce que du coup, on prévoit un système de filtration des hydrocarbures? Non. En fait, effectivement, à l'époque donc sur tous les parkings, il y avait des bourbeurs et des déshuileurs en fait. Mais on voit que ce sont des dispositifs qui ne fonctionnent pas. Et toutes les études démontrent que finalement, le peu finalement de lessivage sur le parking, bon après s'il y a une voiture effectivement qui perd le bouchon de vidange, on n'est pas à l'abri d'un accident, mais que finalement la pollution va rester contrainte et que effectivement si ça arrive, on peut confiner la pollution et l'évacuer avec le sol. Donc actuellement, le résultat des études démontre qu'il est moins dangereux finalement de laisser une petite part de pollution diffuse qui se fait sur ces surfaces plutôt que de vouloir récolter l'eau, de les concentrer dans un débourbeur déshuileur qui, à l'usage de toute façon, on a remarqué, ne marche pas. C'est plus dangereux parce que vous allez concentrer les polluants et les envoyer directement au réseau, quoi. Merci. Je vois l'heure qui tourne, donc je vous propose qu'on passe à l'intervention de M. Lazou concernant la réduction de la pollution lumineuse. M. Lazou est référent de l'Association nationale pour la protection du sol et de l'environnement nocturne. Voilà, merci. Je garde le micro comme ça, hein, je pense. Ou bien il faut le mettre plus haut. Non, comme ça va? Non, c'est bon. Voilà, donc je suis effectivement correspondant pour le Bas-Rhin et le Haut-Rhin d'une association nationale qui existe depuis 1999, oui, c'est bien ça. Je cherche juste, oui, c'est bon. Donc une association qui est composée évidemment de membres qui sont tous bénévoles. Nous n'avons aucune ligne budgétaire dans cette association pour payer des gens, pour faire le travail que nous faisons. On le fait sur notre temps personnel et de manière gratuite, essentiellement à l'adresse des élus, mais aussi de tout le monde, des collectivités différentes. On s'adresse aussi, bien entendu, aux citoyens, aux habitants, et on répond à leurs questions, et on répond à leurs éventuelles demandes, parfois, de comment intervenir auprès d'un élu ou auprès d'un responsable pour qu'il y ait moins de pollution lumineuse autour de chez eux. C'est une association qui est entièrement dédiée à la lumière, aux enjeux de la lumière artificielle, la qualité de la nuit et l'environnement nocturne. Autant dire, je viens de citer le terme, c'est de la pollution lumineuse. C'est de cela que nous nous occupons. Et comme je le disais juste à l'instant aussi, donc on s'adresse aux élus, aux citoyens et à tous les acteurs, y compris associatifs. Nous sommes agréés par le ministère de la Transition écologique et solidaire depuis longtemps. Et nous avons de très nombreux partenaires et soutiens, notamment, à part le ministère, l'Association des maires de France, l'Association des écomaires, les parcs naturels régionaux ou nationaux, et puis etc. D'autres, la Ligue de protection des oiseaux aussi, bien entendu. Et nous organisons tous les 3 ans un concours dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le concours au label national Ville et Villages étoilés. Un bref rappel pour vous dire que la pollution lumineuse, c'est quelque chose dont on parle depuis maintenant, on va dire, une quinzaine d'années à peu près, une vingtaine ou une quinzaine d'années en France, un petit peu plus tôt dans d'autres pays. Et elle est générée, cette pollution lumineuse, par essentiellement l'éclairage public, mais pas que. Il y a 11 millions de points lumineux d'éclairage public en France, par exemple, ce qui fait pratiquement un lampadaire pour 6 ou 7 personnes, si on calcule. Mais il faut aussi ajouter de très nombreux points d'enseignes, lumineux d'enseignes et de publicité lumineuse. Il y en a 3,5 millions. Et puis toutes les illuminations, que ce soit les illuminations privées ou les illuminations sur les bâtiments publics, sur les édifices, les éclairages industriels et commerciaux, etc.
Et pour vous donner juste 2 chiffres ou 3 chiffres qui sont intéressants, l'éclairage public en France, c'est quand même 41% de la facture d'électricité de chaque commune en moyenne. Donc ce n'est quand même pas rien, dès lors qu'on voudrait réduire cette consommation en pratiquant une limitation de la pollution lumineuse. Et l'éclairage public a doublé pratiquement en 20 ans, puisqu'on a installé dans les 20 dernières années ou 22 dernières années 89% de points lumineux en plus, alors qu'il n'y a pas 89% de besoins en plus, bien entendu, et puis que la quantité de lumière émise dans le ciel est considérée pratiquement comme ayant été doublée dans ces 20 ans. Ce sont des chiffres de l'ADEME, hein. Une cartographie que nous avons éditée avec des données de 2015, donc ça commence à dater, donnait à peu près ce résultat-là. Il faut imaginer les choses évidemment en plus grand, avec des capacités que nous pouvons donner d'extraction avec une définition tout à fait intéressante, mais ce n'est pas de la cartographie fine comme on fait avec les trames vertes et bleues dont vous parliez tout à l'heure, ou bien pour d'autres projets. Mais néanmoins, c'est la base quand même d'une cartographie intéressante et qui a cet avantage de dire quelque chose de la pollution lumineuse, pas comme on la voit depuis un cliché, depuis un satellite, hein, dont on a l'habitude de voir, et je vous en montrerai l'un ou l'autre après, mais c'est bien de mesurer la pollution lumineuse telle qu'elle est perçue par les humains, par nous, et telle qu'elle est ressentie par la biodiversité, que ce soit les animaux, hein, la faune, mais que ce soit aussi la flore. Voilà, je vous parlais de photos satellites. Évidemment, c'est des compositions et puis ce sont des fausses couleurs, mais néanmoins, voilà ce qu'on voit et qu'on traite au niveau de la recherche. Mais évidemment, c'est beaucoup moins fiable que, on a la prétention de le dire, et on n'est pas les seuls à le faire, bien entendu, de faire des études en croisant des mesures qui sont des mesures de terrain. On a des instruments qui nous permettent de le faire, un peu comme les luxmètres pour les professionnels de l'éclairage, mais nous, c'est plutôt une mesure de luminance, donc des luminancemètres. Il y a au moins 6 raisons, nous semble-t-il, de réduire la pollution lumineuse ou de limiter les éclairages. Je fais très vite là-dessus parce que je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps et qu'on en a déjà beaucoup consommé. La nuit est un habitat pour de très nombreuses espèces. Elles habitent la nuit et leur ressource, c'est l'obscurité. S'il n'y a pas d'obscurité, il n'y a pas de ressources qui leur permettent de se nourrir. La deuxième chose, c'est que la lumière fragmente et dégrade les habitats et les espaces naturels, c'est-à-dire la biodiversité. On peut dire aussi, et ça c'est une chose très importante, que depuis des millions d'années où la Terre existe, enfin c'est même des milliards d'années, hein, le système solaire, mais la vie telle que nous la concevons à peu près, ça fait des millions d'années, sinon des centaines de millions d'années, qu'elle a structuré finalement les rythmes biologiques de tout ce qui est vivant. Et cette structuration des rythmes biologiques, que nous appelons, nous, les rythmes circadiens au niveau des humains, hein, et puis de la faune aussi, c'est quelque chose qui dépend de l'alternance du jour et de la nuit. C'est quelque chose qui dépend de l'horloge biologique interne, dont cette notion qui est connue maintenant depuis un certain temps. Et c'est cette horloge biologique interne qui est synchronisée par les niveaux d'éclairement, synchronisée par l'alternance du jour et de la nuit, qui va piloter nos rythmes circadiens ou les autres rythmes biologiques. Quatrième bonne raison de réduire et de limiter l'éclairage public, l'éclairage de la nuit, public ou pas, bien entendu, c'est qu'un éclairage permanent et un suréclairage la nuit entraînent bien entendu une surconsommation énergétique avec des dépenses coûteuses et inutiles pour les collectivités ou même pour aussi les entreprises ou bien les particuliers. Et si je dis cela, c'est pour rajouter la deuxième partie que vous voyez ici, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune corrélation qui ait pu être établie entre le fait de mettre plus de lumière ou moins de lumière et puis une recrudescence ou une baisse des cambriolages, des vols, des agressions, des accidents de la route aussi ou des incivilités. Dernier point, un peu de poésie ou un petit peu de pensée pour nos générations futures, c'est quand même beau la nuit. Il faut peut-être la sauver. Le paysage du ciel étoilé est quand même quelque chose qui est tout à fait intéressant, que nous sommes en train de perdre depuis un certain temps. Et actuellement, même si on fait des efforts,
c'est difficile de retrouver la splendeur du ciel étoilé. Et enfin, dernière chose, lutter contre la pollution lumineuse, les nuisances et les pollutions lumineuses, sont devenus, depuis le Grenelle de l'environnement, donc des lois 2009-2010, sont devenus des objectifs publics qui s'imposent à tout le monde. Et c'est pourquoi nous avons pu réussir à faire mettre au niveau des relations que nous avons avec le ministère, mais aussi les parlementaires, nous avons réussi à faire introduire cette notion de pollution lumineuse dans la loi. Dans 5 lois, on parle de pollution lumineuse, chose qui n'existait pas avant. Comme les paysages nocturnes, c'était des choses qui n'existaient pas avant. Administrativement, juridiquement, ça n'existait pas. Et on l'a fait rentrer pour essayer de faire avancer les choses aussi à ce niveau-là. Et il y a une réglementation importante, très importante. Je ne vous en donnerai pas le détail parce que c'est un peu illisible dans la diapo après, mais vous l'aurez donc ensuite dans le compte-rendu que vous recevrez. Cette réglementation qui est extrêmement stricte, qui existe depuis fin décembre 2018 et qui réglemente à la fois techniquement, concrètement, matériellement, en termes de puissance, d'énergie, de température, de couleur, etc., l'éclairage qui est autorisé et puis celui qui ne l'est pas, mais aussi un certain nombre de dispositions qui concernent des zones particulières, des surfaces particulières, notamment les parcs, les jardins, les chantiers, les équipements sportifs extérieurs, etc., qui sont réglementés. Et en particulier, il est important de dire que la lumière intrusive que nous subissons d'une manière générale la nuit, c'est-à-dire cette lumière de l'éclairage public ou bien des publicités lumineuses ou des façades qui restent éclairées tout le temps sans aucune raison, c'est quelque chose qui vient perturber l'ensemble de la biodiversité et de nos rythmes à nous aussi. Et cette lumière intrusive est maintenant réglementée dans le sens de ne devoir être utilisée que pour des fins extrêmement précises et puis limitées dans le temps. Alors qu'avant, on pouvait mettre de la lumière dans n'importe quel sens et sans qu'il y ait aucune obligation de l'éteindre. Les effets de la lumière sur la biodiversité, on les connaît, enfin je pense que vous les connaissez tous, c'est sur la faune, c'est sur la flore, c'est sur nous les humains. Il y a des tas de choses qui sont intéressantes à dire, mais je n'aurai pas le temps de le faire malheureusement. Je passe maintenant à des choses tout à fait concrètes de ce que sont nos recommandations, et d'ailleurs qui sont aussi du bon sens, comme c'était dit en introduction tout à l'heure, en introduction de cet atelier. Il y a plein de bon sens aussi, et il faut savoir y revenir. La première chose, c'est que nous défendons cette idée que pendant très longtemps, l'éclairage a été le domaine réservé des techniciens, des ingénieurs, des vendeurs, enfin des commerciaux, des entreprises qui avaient le commerce de l'éclairage. Alors que franchement, si ça a été comme ça, ce n'est pas parce que c'était inintéressant, mais c'est parce que c'est très compliqué. Et donc, nous disons qu'il faut que les élus ou les chefs d'entreprise ou d'autres personnes se réapproprient la question de leur éclairage, comme vous vous réappropriez aussi la question de la gestion de l'eau ou des eaux pluviales dont il était question tout de suite. Il faut aussi savoir le faire et ensuite consulter évidemment les professionnels. Ils peuvent bien entendu faire avancer les choses et vous donner de bons conseils, bien entendu. Mais néanmoins, il faut quand même que ça soit d'abord votre problème à vous, c'est-à-dire de vous dire qu'est-ce que j'ai besoin comme éclairage dans mon entreprise, dans ma commune ou ailleurs. Il faut rechercher la sobriété énergétique, c'est la deuxième recommandation, et non pas seulement l'efficacité énergétique. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Parler en termes techniques, c'est surtout parler d'efficacité. Or, il y a aussi autre chose qui nous concerne tous à un niveau plus profond et plus difficile à gérer peut-être, c'est la sobriété. Ça va dans le domaine de l'énergie, comme ça va dans d'autres domaines, bien entendu. La troisième chose, il faut réduire les durées d'éclairement. Nous sommes, vous savez peut-être si vous nous suivez ou nous connaissez ou avez eu vent de ce que nous faisons depuis un certain temps, nous prônons effectivement carrément l'extinction de l'éclairage public quand il n'y en a pas besoin. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on puisse faire. La limitation, quelque chose de plus rationnel et de plus fin au niveau de l'utilisation de l'éclairage, c'est important. Le mieux, c'est vrai, avec des retours sur investissement qui sont quasiment immédiats, c'est quelques mois, c'est carrément éteindre en milieu de nuit, comme maintenant,
Il y a à peu près un tiers des communes en France qui le font. 12 000 communes qui pratiquent cette extinction totale ou partielle. Ceci dit, ce sont souvent des petites communes. Je vous rappelle, vous savez, que 70% des communes en France ont moins de 1000 habitants. Donc c'est plus facile effectivement de faire des extinctions sur des villages que dans des grandes villes. Mais néanmoins, des grandes villes s'y mettent et de plus en plus. Donc réduire la durée d'éclairement en fonction des besoins et bien entendu des usages. Orienter convenablement les luminaires, maîtriser le flux de lumière qui sort des luminaires. Combien de luminaires sont penchés comme ça un petit peu en hauteur, voire même c'est des boules, il en reste encore beaucoup, des boules qui font de la lumière dans tous les sens alors que ça n'a aucun intérêt. Et en plus, ça consomme beaucoup. Et, bon. Donc orienter bien les luminaires de telle manière qu'ils n'éclairent que les surfaces qui sont nécessaires à être éclairées. Éliminer la composante bleue de la lumière, ça j'en ai pas parlé avant, mais en tout cas le terme de lumière bleue c'est quelque chose qui dit quelque chose, ça dit quelque chose à tout le monde. La lumière pour faire du blanc, pour rayonner dans le blanc, ou quelque chose proche du blanc, elle a besoin finalement d'être composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et évidemment, si vous avez une proportion de lumière bleue plus importante, c'est-à-dire des courtes longueurs d'onde plus importantes que d'autres composants, vous allez avoir une lumière qui sera blanc, froid, éblouissant, et qui a un impact très important sur l'horloge biologique interne de chaque espèce, notamment chez nous les humains. Alors que si vous ajoutez plus ou que vous ne filtrez pas les lumières de courte longueur d'onde, mais laissez passer aussi des lumières de longueur d'onde plus importantes, comme la lumière du soleil, c'est-à-dire jaune, enfin, qui est plutôt dans le jaune, voire même un petit peu plus, vous allez avoir du blanc qui sera un petit peu doré, voire qui sera un peu orangé, voire même un peu plus. Donc éliminer en tout cas les lumières à forte composante bleue. Je n'ai pas vu ici autour du SDAU comment vous étiez éclairé la nuit. Je n'ai pas vu, parce que je ne suis pas venu regarder, mais voilà. C'est certainement quelque chose qui pourrait être interrogé. Dans l'exposé qui a été fait tout à l'heure, il n'était pas question d'éclairage. Hein. Bon. Je ne sais pas quel est l'éclairage qui est ici. Je suppose que si ce n'est pas, exactement comme ça serait bien que ça soit, néanmoins, il y a encore des progrès à faire et je pense que chacun pourra les faire aussi. Dernière chose, il faut sensibiliser les gens, il faut faire de la pédagogie, comme il était dit tout à l'heure à propos d'un autre sujet. Il faut faire de la pédagogie auprès des habitants, mais aussi auprès des acteurs. Tous. Et puis, il faut associer un maximum de personnes dans cette idée de réduire la quantité de lumière qui est émise inutilement dans l'environnement. Et puis, expérimenter et s'adapter progressivement. Il ne s'agit pas de revenir à l'âge des cavernes, il ne s'agit pas de reprendre la bougie pour s'éclairer, ce n'est pas ça du tout. Mais en tout cas, il faut écouter aussi ce que les gens ont à dire, parce qu'ils ont aussi beaucoup de craintes à ce niveau-là. Voilà, j'en termine ici maintenant par des photos qui illustrent un petit peu ce que j'ai essayé de vous dire. Ce sont des photos qui ont été prises toutes par Dominique Delfino, qui est donc le correspondant comme moi d'une autre région, qui est intervenu à Kems il y a quelques jours, quelques semaines, dans un exposé à peu près comparable. Enfin, j'y étais pas, mais en tout cas, c'est lui qui l'a fait là-bas. Et j'ai eu des échos favorables sur sa présentation. Donc j'ai repris des photos qu'il a peut-être déjà faites à Kems, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je les ai prises. Et je suis content de pouvoir prendre ces photos-là, parce que c'est aussi quelqu'un qui, en dehors d'être un des administrateurs de notre association, c'est aussi quelqu'un qui est premier adjoint d'une commune, donc qui connaît bien la question, dans une grosse agglomération, enfin une agglomération industrielle importante, qui est l'agglomération de Montbéliard. Alors, première photo, c'est des choses classiques, là on ne voit pas très bien, bien entendu, mais c'est les boules, les fameuses boules qui rayonnent en fait dans toutes les directions, à la limite, sauf là, au pied du lampadaire. Donc ça, ce sont des choses vraiment à proscrire impérativement. Oui. Oui. D'accord. Bon, ben voilà. Alors tout ce que je vous montre, c'est en fait des choses épouvantables, mais en fait qui ont été réglées. Et qui ont été réglées par nous, avec notre association. Voilà. Voilà.
Ça, c'est des choses qu'on voit aussi partout hein, dans les zones industrielles. Mais par exemple, cette entreprise a décidé de ne pas éclairer quand il n'y avait pas d'activité, quand les horaires le permettaient. Bon, enfin, ça, c'est des enseignes et publicités lumineuses. Ça, c'est une photo qui est intéressante, mais là, on ne voit pas bien. Mais enfin, bon, parce qu'il y a un problème de densité, il y a un problème de puissance, il y a un problème d'intensité, il y a un problème de température, de couleur, il y a plein de problèmes là-dedans. Bon, voilà, ils ont réussi ou ils sont en cours de le régler. Voilà ce qu'un seul point lumineux peut faire aussi dans un paysage. Hein. Et ce n'est pas une photo truquée, il y a même des éclairs au-dessus qui, normalement, nous éblouissent. Voilà. Et ça, c'est les cerfs. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Il y en a en Alsace, mais enfin, c'est surtout en Bretagne qu'il y en a beaucoup. Et voilà, et ça donne ce que vous avez vu. Et puis voilà, bon, on termine juste là-dessus. Avec vous voyez, des photos de Dominique aussi, chez lui, à côté de sa maison. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Lazou. C'est vraiment une thématique qu'on voulait aborder hein, pendant cet atelier parce qu'on pense qu'effectivement, parfois, on passe un petit peu à côté. Hein, on a ces habitudes aussi, comme vous le disiez, presque culturelles parfois. Et c'est vraiment un sujet important. En tout cas, voilà, ces dernières photos sont un petit peu porteuses d'espoir et ça montre qu'en concertation et avec des acteurs comme vous engagés, on peut faire pas mal de choses et travailler sur ce sujet. Donc, merci beaucoup, Monsieur Lazou. Je vous propose de passer à la conclusion de cet atelier et je vais passer la parole, pardon Gaël, tu n'es pas sur la slide, mais Gaël est doctorant à l'Université de Haute-Alsace, travaille également, l'Université de Haute-Alsace qui est également partenaire du projet Climability Design. Donc voilà, Gaël et Brice vont faire une conclusion à deux voix pour vous parler des outils climatiques qui sont disponibles dans le projet. On les a déjà un petit peu évoqués et aussi ouvrir juste un petit peu sur la collaboration qui existe entre l'UHA et le SDEA, vu qu'on est dans ce lieu. Et puis on enchaînera avec la visite voilà, du SDEA. Je te laisse la parole, Gaël. Merci. Alors, merci. Alors, donc, avant de laisser la parole à Brice Martin pour conclure, je vais commencer par vous présenter un petit peu quelques outils. Je vais présenter 2 outils qui ont été développés dans le cadre du programme Climability. Donc, vous avez déjà entendu parler aujourd'hui à plusieurs reprises de ces outils, donc quand même que vous sachiez un petit peu à quoi ils ressemblent. Donc, alors, je commence d'abord par le Climate Inspector. Donc, le Climate Inspector, c'est une collection de cartes interactives qui permettent de se projeter dans le climat futur sur sa commune, selon la localisation de sa commune. Donc, puisque les conséquences du changement climatique sont très variables spatialement, de savoir vraiment précisément à l'endroit où on se situe. Donc voilà, c'est juste pour y accéder, on va sur le site du projet Climability, on va sur services climatiques et carte climatique, ou alors on tape directement cette adresse-là. Donc quand on arrive sur l'outil, on a cette image-là qui s'affiche, donc on a différents onglets ici, on commence par l'onglet climat. Donc ensuite, on a différentes options. On peut d'abord, voilà, ici, on choisit le paramètre climatique qu'on veut visualiser. Puis, on peut choisir l'horizon temporel, donc court terme 2021-2050, moyen terme 2041-2070, long terme 2070-2100. Puis le scénario, donc modéré ou fort, donc voilà, donc selon les quantités d'émissions qui seront émises. Et donc ensuite, une fois qu'on a sélectionné le paramètre, l'horizon temporel et le scénario, donc on a d'abord une carte de synthèse qui s'affiche, qui nous permet de voir, donc là ici pour les pluies intenses, les évolutions sur le climat futur, donc à l'horizon et avec et on peut ensuite, en cliquant sur la carte, sélectionner, donc là voilà, commune Schiltigheim, c'est l'endroit où on est, et donc on a ici une description. Déjà une petite description du paramètre climatique. Alors ici c'est en allemand, donc c'est pas tout à fait terminé. C'est voilà, c'est un petit peu traduit en français, mais il y a beaucoup qui restent encore en allemand. Donc une description du paramètre. Voilà, des descriptions des évolutions pour la commune et pour plus d'informations, on peut cliquer pour avoir une fiche thématique qui présente les conséquences de ce paramètre. Voilà, donc la fiche qui fait 4 pages, je crois, qui présente.
Donc ensuite, on peut passer au deuxième onglet Impact. Donc on peut sélectionner ici sa branche d'activité, puis sélectionner ici de nouveau le facteur de stress climatique qui nous intéresse. On a alors ici une liste des impacts voilà, et on a sur la droite à chaque fois sur la liste une rapide description de cet impact. Et donc ensuite, dernier onglet, c'est l'onglet adaptation. Donc là, on a une liste de possibles mesures d'adaptation et sur la droite, une rapide description pareil. Donc le deuxième outil, c'est le Climadiac, donc en fait qui a déjà été présenté par Amandine Amat avant. Donc je vais essayer de passer assez rapidement aussi. Donc là, pour y accéder, c'est pareil, service climatique et poser un diagnostic. Donc voilà, puisque l'idée, c'est qu'Amandine a présenté sa démarche d'aller auprès de l'entreprise pour faire un diagnostic avec elle. L'idée, c'est aussi d'avoir l'outil accessible sur Internet pour pouvoir s'auto-diagnostiquer en autonomie. Donc voilà, pour commencer, une fois qu'on a accédé, on clique sur s'auto-diagnostiquer. Alors ici, on a une liste des secteurs d'activité, on sélectionne son secteur d'activité. On commence avec un petit description donc c'est bien détaillé la description, donc c'est assez facile d'utilisation. On commence et donc là voilà, c'est le tableau où on a les différentes fonctions de l'entreprise et les différents facteurs de stress climatique. Et donc on sélectionne à chaque fois avec impact très négatif, neutre, positif, très positif. Voilà. Donc voilà, en cliquant là-haut sur chaque élément, on peut avoir une description, savoir exactement, parce que c'est pas forcément toujours intuitif de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et après, donc on a le bilan, donc sous forme de tableau. Donc on a d'une part savoir si l'impact est positif ou négatif, mais on a aussi, au vu des projections futures, comment cet impact, est-ce que du coup le changement climatique va plutôt augmenter cet impact ou le diminuer, et donc est-ce que ces évolutions seront plutôt positives ou négatives pour son entreprise. Donc ensuite, on a la possibilité de voir par aléa, donc avec pareil l'impact, l'évolution, et donc est-ce que l'évolution est favorable ou défavorable, par fonction, donc c'est la même chose. Et on a aussi possibilité de le voir sous forme de graphique où on a les interactions entre les différents facteurs de stress climatique et les différentes fonctions. Donc voilà, j'ai essayé assez rapide. Et donc maintenant... Merci Gaël. Donc il faut que je fasse vite, hein, je suppose. Ouais. Donc je vais terminer en vous présentant un autre outil qui n'est pas directement accessible sur le site de Climability, mais qui le sera, moi, j'espère, rapidement, qui est non pas prospectif, mais rétrospectif, autour d'un aspect particulier qui concerne les conséquences du changement climatique, que sont les inondations. Vous avez un site qui est une base de données des inondations historiques pour le fossé rhénan, et qui est une base de données participative, puisque le principe, c'est de permettre non seulement une localisation par commune, par cours d'eau, par bassin versant, mais également, lorsqu'on a de l'information, de pouvoir rentrer de l'information individuellement et contribuer donc à la constitution d'une culture commune autour de l'histoire des inondations. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, si vous voulez, ce qu'on a évoqué, on est dans du virtuel. Je vais vous parler, pour finir, de quelque chose qui est beaucoup plus concret, qui est en fait un des aspects qui va être majoré par le changement climatique, qui est la question des inondations. Et donc, c'est un sujet pour lequel on travaille beaucoup avec le SDEA et autour d'une approche qui est relativement large en termes de culture du risque. Et la base Orion a cet objectif, à la fois dans un contexte bilingue, franco-allemand-suisse, en utilisant les témoignages, donc vraiment en constituant quelque chose qui est de l'ordre de la culture générale et de l'impact collectif, avec, on peut visualiser les inondations historiques sur ce site. Alors, il est hébergé par OVH, et comme OVH a brûlé, vous le savez, donc on a en fait 2 ans de retard par rapport à ce qu'on avait prévu, mais c'est un détail. Alors, pour finir, quelques mots sur les collaborations qu'on a en cours avec le SDEA, qui sont toutes construites autour d'une stratégie de développement de la culture du risque d'inondation.
Le contexte est favorable tout d'abord parce qu'on est dans une région où, d'une part, on a une très forte exposition au risque d'inondation à cause des activités, à cause de la population que vous avez dans le fossé rhénan, mais également à cause de la méconnaissance du risque d'inondation. Méconnaissance qui est liée à une relative rareté des événements qui fait que dans la conscience collective, on a finalement complètement oublié ce que pouvaient signifier les inondations et quelle pouvait être l'ampleur des inondations, notamment pour les grandes villes. Alors, petite particularité, les 2 départements alsaciens figurent parmi les 20 départements les plus à risque en France. Et là aussi, c'est quelque chose qui est relativement méconnu, d'autant plus que les inondations concernent à peu près les 9/10 des communes alsaciennes, si on prend la totalité des risques d'inondation. Alors, on le sait à travers les coulées d'eau boueuse, qui sont quelque chose d'assez récurrent et d'assez fréquent, sauf que ça reste relativement localisé. Donc ça n'a pas tout à fait la même ampleur que ne le peuvent l'avoir des inondations de grande ampleur. Et les dernières en date, c'est celle de 1990, par exemple. 1990, ça nous fait plus de 30 ans. Et en 30 ans, on a eu le temps d'oublier ce qui s'est passé. Et 30 ans, ça veut dire que dans le cas, par exemple, de 1990, on a quand même plus de 200 communes qui ont été déclarées en état de catastrophe naturelle. Ça vous donne un peu une idée de ce que ça représente en termes de dégâts et en termes d'organisation. Et juste avant, on avait eu les 2 inondations de 1983 à 1 mois d'intervalle, donc avril et mai 83, où là, on n'était pas à 200 communes, mais à 300 communes en Alsace, avec un petit descriptif de quelques-uns des dégâts. Donc vous voyez pour Strasbourg, vous voyez la commune de Logelheim qui a été inondée suite à une rupture de digue, où instantanément on s'est retrouvé avec 1,50 m d'eau dans les rues, donc il a fallu évacuer. C'était quand même quelque chose d'assez important et qu'il faut voir, encore une fois, en termes d'intervention à une échelle régionale, puisque ce n'est pas que l'Alsace. Au-delà, ça a été évidemment un problème qui a concerné tout le Grand Est. Et donc en termes d'organisation et de bon comportement, il est tout à fait fondamental d'avoir en tête ce qui se passe lorsque vous êtes confronté au risque d'inondation. Et donc du coup, on a une convergence d'objectifs avec le SDEA sur cette question de la culture du risque. Au niveau de la recherche, on va apporter une approche théorique, et puis au niveau du SDA, on va transposer cette approche théorique en besoin opérationnel qui fonctionne finalement en co-construction, avec d'un côté de l'apport de connaissances et de l'autre côté un apport de cas pratiques qui constitue en fait une base très intéressante pour travailler en commun sur le renforcement des connaissances communes et des compétences qu'on a aussi bien du point de vue de la recherche que du point de vue de la mise en route. Alors, cette convergence des objectifs, elle couvre notamment les besoins du SDEA en termes de connaissance des inondations, autour de la compréhension, autour de l'information, autour de la protection également et de la responsabilisation. Ça, c'est un élément évidemment très important parce que, on le verra pour finir, la responsabilité individuelle et collective est très importante pour se prémunir des inondations, avec, dans le cas du travail qu'on a pu faire en commun avec le SDEA, pas mal de choses qui ont été réalisées dans le cas des différents PAPI qui sont en cours. Je regarde mes camarades qui se trouvent là-bas, qui sont concernés directement par la question. Et un autre objectif que je vous cite particulièrement, puisque c'est un gros travail collectif qui a été entrepris à l'échelle aussi bien des partenaires de Climability que du SDEA et d'autres gestionnaires du risque d'inondation au niveau du Grand Est, puisqu'on a fait une grosse opération de commémoration autour des inondations de 1919, 100 ans après. Sauf qu'évidemment, une partie des opérations de commémoration sont tombées pendant le confinement. Donc du coup, ça n'a pas été tout à fait à la hauteur de ce qu'on avait prévu. Mais enfin, il y a quand même eu dans ces réalisations communes un élément qui est très important et qui est toujours accessible en fait à chacun. C'est un film sur les inondations de 1919 qui a été financé par la région Grand Est et qui permet d'avoir une idée de ce que représente une inondation majeure dans la région Grand Est, notamment si elle se produisait à l'époque actuelle, sachant que Amandine en a parlé tout à l'heure, il y a une petite particularité des inondations en Alsace, c'est de se produire pendant la période hivernale avec une fréquence assez élevée pendant la période Noël-Nouvel An. Et donc imaginez ce que peut être un événement majeur à la période Noël-Nouvel An, vous avez un peu une idée de ce que peut être une grosse catastrophe dans notre région. Alors cette inondation de 1919, juste pour vous rappeler un peu ce que ça peut donner, vous avez les points rouges qui représentent toutes les communes qui ont connu des dommages relativement importants lors de cette inondation. Et vous voyez sur les photos que vous avez dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Minicies, que vous avez à Thann avec un pont arraché, que vous voyez un petit peu partout avec des rues inondées. Et ces photos de destruction peut-être vous rappellent quelque chose d'un peu plus récent, que sont les inondations en fait, du mois de juillet en Allemagne. Et là où c'est très intéressant, c'est que ce qui s'est passé en 1919 est une sorte de raccourci
de ce qu'aurait pu connaître notre région en 2011, sachant que, si vous voulez, par rapport au bilan que vous avez eu en Allemagne, on a eu du bol parce que l'événement climatique était localisé au nord par rapport à notre région, mais aurait très bien pu être un peu plus au sud et toucher également l'Alsace. Alors, vous le voyez, le bilan est absolument effroyable, 200 morts, hein, si vous tenez compte également de ce qui s'est passé en Belgique, 40 milliards de coûts en termes d'infrastructures et de maisons détruites, auxquelles on pourrait rajouter au moins autant en termes de coûts indirects sur la rupture d'activité pour les entreprises, et derrière un bénéfice d'au moins autant sur la reconstruction. Mais ce n'est pas les mêmes entreprises qui sont confrontées en fait, aux deux situations. Donc on ne peut pas, de ce point de vue-là, le considérer comme un simple rapport de négatif-positif. Alors ce qui est intéressant là-dedans, et c'est pour ça que je termine là-dessus, la prévision et l'alerte sur l'événement a très très bien fonctionné. C'est-à-dire qu'il y a eu, de ce point de vue-là, aussi bien à l'échelle locale, à l'échelle nationale, voire internationale, une alerte météo qui était particulièrement précise, qui a eu même tendance un peu à surestimer l'événement de la manière dont il s'est produit. Et pourtant, vous avez eu ces 200 morts, vous avez eu ces destructions tout à fait effroyables. Alors, là où il faut être clair, c'est que compte tenu de l'eau qui est tombée, il fallait bien qu'elle s'écoule. Donc les destructions, peut-être qu'on n'aurait pas pu les éviter. Là où on a un vrai problème, c'est sur les 200 morts. Et c'est à ce niveau-là où, à l'échelle de l'Alsace, au niveau des individus, au niveau des collectivités, au niveau des entreprises, il y a un gros effort de réflexion à faire pour éviter qu'on se retrouve confronté à un même problème. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a eu 200 morts ? Tout simplement parce qu'il y a eu un gros problème au niveau de l'alerte. C'est-à-dire que l'alerte est arrivée jusqu'au niveau des collectivités territoriales, des communes, et qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Ils ne savaient pas quoi en faire. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a une alerte inondation ? Comment ça se passe sur le terrain ? Qu'est-ce qu'on alerte ? Comment on fait passer l'alerte ? Ah, peut-être les sirènes. On va essayer de mettre les sirènes en route. Ah, zut, elles ne fonctionnent pas. Et puis, qui c'est qui s'occupe des sirènes, etc., etc. Donc, résultat, ça n'a pas dû fonctionner. L'autre alerte, et là aussi, c'est très intéressant, puisqu'on nous parle beaucoup de l'alerte qui peut se faire par les smartphones. Les populations les plus vulnérables, c'est notamment les populations âgées. Est-ce que les personnes âgées ont accès à leur smartphone ? Est-ce que pendant la nuit, les smartphones sont branchés? C'est pas sûr du tout. Et puis surtout, au bout de 2 heures de cet événement, il n'y a plus aucun réseau qui était accessible. Ce qui veut dire que cette technologie-là, c'est quelque chose qui ne suffit pas. Et donc derrière, la bonne vieille sirène, c'est quand même un truc relativement pratique. Deuxième chose qui va être importante, ils ont eu en 2016 une inondation dite centennale, donc une chance sur 100, c'est-à-dire que c'est la référence, on va dire, de récurrence pour la prise en charge des événements chez nous. 2016, centennale, pratiquement aucun dommage. Donc qu'est-ce qu'ils se sont dit ? En fait, on maîtrise. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc il y avait un sentiment de sécurité qui fait qu'on n'a pas du tout pris la mesure de ce qu'allait être cet événement quand il s'est produit, parce que on pensait qu'on était tout à fait en mesure de le maîtriser. Et puis le troisième problème, c'est celui de la mémoire, c'est que ce qui s'est passé par contre en 2021, vous retrouvez à travers les photos anciennes exactement le même événement qui s'était passé 100 ans plus tôt. Sauf que tout le monde l'avait oublié. Et donc ça a aggravé encore une fois cette situation. Et puis la quatrième chose, et là c'est très important aussi à notre niveau, la cartographie réglementaire par rapport à la crue centennale notamment, s'est révélée totalement inadaptée à l'ampleur de l'événement. C'est-à-dire qu'on était largement au-delà des limites qui étaient prévues par un événement centennal et même au-delà des limites d'un événement extrême d'ordre millénal qui est une cartographie relativement rare chez nous. Ce qui veut dire que, encore une fois, la cartographie c'est bien, mais imaginez qu'elle a la réponse à tout en termes de zonage, on en est très 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 loin. Et puis tout ça, ça a montré quoi ? Ça a montré qu'en termes de gestion de crise, lorsque tout ne fonctionne plus, vous êtes confronté à des Merdensisch, si je puis dire, pour faire un germanisme un peu lourdingue. En fait, ça a été quand même un chaos intégral qui a fait dire à beaucoup d'Allemands on se serait cru dans un pays en voie de développement, avec une certaine condescendance, mais aussi la sidération qui est tout à fait typique par rapport à ça et qui nous oblige à nous poser la question sur ce type d'événement, aussi bien dans la prévision que derrière dans la reconstruction, la réparation, puisque c'est tout un tas de systèmes de réseau, de mise en relation, d'évacuation des déchets, etc., qui sont très 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 compliqués à mettre en place dès lors que vous avez ce type de problème. Voilà. Merci. Merci beaucoup Brice. Et comme je sais qu'on a beaucoup dépassé le timing initial, simplement vous dire à quel point j'ai trouvé cet atelier riche, qu'il s'agisse de restauration écologique, d'inondation, de réduction de la pollution lumineuse, on a touché à plein de sujets. Donc vraiment au plaisir de continuer les échanges via l'envoi des slides après l'atelier puis la mise en relation avec les intervenants de votre choix. N'hésitez pas à me contacter surtout. Et surtout, continuer les échanges via la visite du SDEA. On va se dégourdir un petit peu les jambes maintenant. Donc hop, c'est parti. En tout cas, merci beaucoup encore au SDA pour leur accueil et à tous les intervenants et puis à vous participants pour votre présence. Voilà. Merci.